Bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau rendez-vous de notre seconde saison de podcast Elisker le Mag. Nous commençons donc cette nouvelle année avec aussi une autre publication consacrée à l'Arménie. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Slimane Zeghedour. Slimane Zeghedour, essayiste, Slimane Zeghedour, journaliste, et aussi un peu une icône très importante de TV5 Monde, cette grande chaîne généraliste francophone. Slimane, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, merci de l'hospitalité. Donc Slimane, je suis très heureux de vous avoir et je suis très ému aussi parce que notre première rencontre, elle remonte à, si je ne dis pas de bêtises, à 2006 ou 2007. C'était à Menton, sur le campus de Sciences Po. Quelle mémoire! À l'époque, nous étions à une semaine consacrée à la citoyenneté euro-méditerranéenne et on avait beaucoup parlé en portugais parce que vous m'avez raconté votre amour pour le Brésil et aussi pour la diaspora levantine du Brésil. Et c'était un échange extrêmement, je dirais, stimulant et que je vous propose de poursuivre 20 ans après chez Élise. Et Slimane, beaucoup de choses à voir avec vous, mais d'abord commençons par cette matrice. Vous êtes un enfant de la guerre d'Algérie. Vous êtes né en Kabylie, pile un an avant le début de la guerre, 1953, et à l'âge de 4 ans, vous êtes, vous et votre famille, forcés de quitter le hameau de votre hameau de El Ouejda, donc qui n'existe plus, qui a été rayé de la carte par un barrage, si je ne dis pas de bêtises, et vous vous retrouvez donc interné dans un immense camp de regroupement à l'époque où l'armée française, dans le cadre de sa stratégie de lutte anti-insurrectionnelle, regroupait donc les populations rurales pour assécher le terreau de la rébellion de l'armée de libération nationale et le bras armé du FLN. Et donc vous racontez cette histoire. Dans ce récit sort La route t'attend, dont le titre vous l'empruntez à votre maman, qui n'est plus de ce monde. Et dans ce livre qui est paru en 2017, vous revenez un petit peu sur ce qui vous a construit complètement, c'est-à-dire cette guerre d'Algérie, où vous êtes dans un camp, dans des conditions, il faut le dire, d'hygiène, de vie totalement insalubres, où il y avait une très très forte mortalité, et donc vous êtes quelque part un survivant, Slimane. Et vous racontez une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est comment la guerre vous a précipité dans la modernité. Vous qui venez en fait d'un mode d'existence, d'un mode de vie qui était proche du néolithique, c'est vous qui le dites. Comment se fait-il que cette armée française qui fait la guerre contre donc les Algériens, d'autre côté, recueille d'autres Algériens pour leur apporter l'école, l'éducation et d'autres services? C'est le grand paradoxe de cette guerre. S'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie, je ne serais certainement pas ici en train de discuter avec vous. Pourquoi? Parce que, vous le disiez, je suis né dans un hameau complètement perdu, enclavé, sans électricité, sans eau, sans bureau de poste, sans rien du tout. Et lorsque la guerre éclate, les hameaux comme le mien étaient des lieux de refuge pour les maquisards de l'indépendance. Puisque l'armée française ne pouvant pas venir de façon en voiture, en tank ou en char, eh bien, c'était le refuge idéal. L'armée française décide en 1957 de vider tous ces hameaux, comme vous le disiez, pour assécher, pour couper l'herbe sous les pieds des combattants de l'armée de libération nationale. Et donc, on a retiré de leur hameau 2,5 millions de paysans, c'est-à-dire la moitié de la paysannerie algérienne, pour nous parquer dans 1000 camps de regroupement. Donc celui dans lequel je me suis retrouvé, qui s'appelait Eragan, je me rappelle très très bien, était un camp où il y avait 6500 personnes d'une trentaine de hameaux environnants. C'est une cuvette Eragan, entourée de montagnes. En Kabylie. En petite Kabylie, donc nous nous sommes retrouvés là, dans des bicoques, dans des paillotes, vraiment quelque chose de très très précaire. On nous a juste creusé un puits au milieu. On a installé des casernements pour des tirailleurs sénégalais. C'est pour ça que, paradoxe parmi les paradoxes, j'ai vu des gens prier derrière un imam en rang pour la première fois de ma vie quand les tirailleurs sénégalais pendant le Ramadan, prier le soir en uniforme de l'armée française. Parce que chez nous, on priait à la maison pour ceux qui priaient. C'était un islam rural, bucolique, agraire, donc pas du tout rituel. Donc le premier rite islamique que j'ai vu, ce sont les tirailleurs de l'armée française. Il y avait aussi des légionnaires.
qui étaient allemands pour la plupart, et hongrois aussi, maintenant je le sais. Et les Français qui étaient, eux, des bidas, étaient affectés seulement à un travail administratif, médical ou éducatif. Ce qui fait que j'avais des médecins de l'armée française qui m'ont guéri de la tuberculose, et j'avais des bidas qui ont été mes premiers instituteurs, qui m'ont fait et qui étaient les enfants de la paysannerie, des Français du Limousin, de Savoie, enfin de toutes les régions de France. Oui, et qui étaient choqués parce que dans les manuels scolaires qu'on leur a servis, on leur a dit que la République aime tous ses enfants, que la France était un pays prospère et développé, et ils débarquent chez nous et ils découvrent le Moyen-Âge, voire le Néolithique. Donc ils se sont pris d'une réelle sympathie pour nous. Donc ce que je disais, c'est que s'il n'y avait pas eu cette guerre, la tuberculose m'aurait certainement emporté, comme 2 de mes frères, et je n'aurais jamais étudié. Donc quelle dette curieuse par rapport à la guerre et par rapport à l'armée française, que j'ai vu bombarder des villages et que j'ai vu me soigner et m'apprendre à lire et à écrire et même à me valoriser. C'est extrêmement paradoxal de voir ces deux mains, cette main qui nourrit, qui éduque, et l'autre main qui tue, qui torture. Parce que l'écriture et la torture. Aujourd'hui, l'écriture et la torture. Alors il y a aussi cette phrase de Kateb Yassine, un grand écrivain algérien, kabyle, qui disait « Le français, c'est notre butin de guerre, et vous, le français, est votre langue d'écriture, votre langue de travail. » Passons un petit peu, donc l'indépendance arrive en 62, vous êtes au lycée, à Béjaïa, non, vous étiez à Alger. Nous sommes allés à Alger. Et nous sommes à la fin des années 60, et donc c'est l'Algérie, je dirais l'âge d'or. On est en 62. C'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or de l'Algérie, la fin des années 60, c'est-à-dire l'ouverture de l'Algérie à tous les combats des peuples décolonisés. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans la ville même d'Alger en contact avec des dirigeants, des intellectuels, des journalistes, des combattants d'Afrique, d'Asie, mais aussi d'Amérique latine. En quoi cette rencontre avec l'altérité a dessiné en fait votre destin de journaliste, grand reporter, parcourant le monde? Alors la première altérité, c'est que je débarque de la campagne à Alger. Pour la première fois, je vois la mer, pour la première fois, je vois un immeuble, pour la première fois, je vois l'électricité, je vois l'asphalte, les rues asphaltées, l'éclairage nocturne, la télé, la radio. Je découvre tout ça quand même. Et c'est un choc énorme. Et je découvre les Algérois, les enfants algérois, qui étaient très francisés, eux, très européanisés, et pour lesquels, moi, j'étais un Indien dans la ville. Et je l'ai dit d'ailleurs même à la télévision algérienne, c'est la seule fois de ma vie où je me suis senti discriminé, ostracisé, rejeté. Mais ça m'a rendu un service extraordinaire. Ayant été discriminé dans mon propre pays, ça m'a complètement guéri du sentiment d'être rejeté. Si bien que plus tard, de Valparaiso à Tashkent, il me suffit de quelques copains, 2 ou 3 restaurants sympas et un café, je suis chez moi, partout. Ça m'a complètement guéri et je dois ça à mes chers petits amis algérois. Donc j'ai étudié à Alger et en 70, n'ayant pas de colonie de vacances où passer mon été, je suis allé faire un stage dans un fanzine de bande dessinée qui s'appelait Mekidesh. Je devais faire mes 3 mois et puis revenir au collège. J'étais en 3e, j'avais le brevet à passer. Je débarque dans ce quartier du centre d'Alger, près de la Grande Poste, et dans les bars qui sont alentours. À l'époque, il y avait des bars, de la Grolle. Je tombe nez à nez avec des Brésiliens, des exilés brésiliens, des Argentins, des Chiliens, des gens du Timor oriental, du Mozambique, de l'Angola. Et de l'Angola, justement, dans ce fanzine de bande dessinée, il y avait un Portugais blanc qui était le représentant du MPLA, le Mouvement pour la Libération de l'Angola. Il s'appelait Enrique Abranches. Et c'est Enrique Abranches qui nous a appris à dessiner, parce que j'ai commencé par de la bande dessinée, qui nous a appris à dessiner, et en même temps il était d'une culture absolument océanique. Il nous a initiés à la littérature lusitane, à Camões,
et à l'Amérique latine, aux questions internationales, aux grands débats de l'heure, à la littérature russe. Donc avec Henrique et Abranches, on a appris beaucoup de choses. Et moi, j'ai appris avec les Brésiliens les premiers rudiments de portugais. J'ai appris la bossa nova, la samba. Avec les Cubains, il y avait la salsa. Il y avait le festival panafricain que j'ai vu de bout en bout. J'ai vu Nina Simone chanter « Ne me quitte pas » en français pour la première fois à la salle Majestic. J'ai vu Archie Chip jouer avec des Touaregs à Alger. Myriam Makeba. J'ai vu Myriam Makeba. J'ai vu les gens du Black Power, les Black Panthers, Stockley Carmichael et Eldridge Cleaver. Donc, mettez-vous à ma place. Je quitte un village néolithique en Kabylie. Je vais dans un camp de regroupement entouré avec des Sénégalais, des Allemands et des Hongrois. Puis je pars à Alger. Et je me retrouve avec des gens de plusieurs nationalités, parlant plusieurs langues, adoptant plusieurs musiques. Et donc, il y a eu comme une dilatation brutale de mon univers mental. Et depuis l'âge de 17 ans, en fait, je vis une vie internationale. J'ai eu la chance d'apprendre plusieurs langues et mentalement, je vis dans ce monde-là, en ayant comme point d'enracinement Paris et l'Algérie. Oui, et vous êtes très prudent vis-à-vis des appellations, comment on vous définit, comment rentrer dans la bonne case. Vous m'avez même dit, pour préparer cette émission, que vous n'étiez pas à l'aise avec le concept de binationalité, de biculture qu'on vous impose, hein, parce que vous avez déjà passé plus de temps sur le sol français que sur le sol algérien, tout en étant détenteur de la double nationalité. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir un peu sur votre œuvre, Slimane, même si vous n'aimez pas qu'on vous traite d'intellectuel, mais vous avez une œuvre quand même assez considérable, importante, parce que je crois que vous êtes un des premiers à avoir défriché la poésie arabe au public occidental. Et j'irai même plus loin, parce que vous avez cette anthologie qui s'appelle L'Islam et l'Occident, qui est une très belle anthologie parue aux éditions Karthala, des poètes arabes contemporains traduits en français, et aussi la poésie arabe du Brésil. Vous avez beaucoup vécu au Brésil, vous adorez donc l'Amérique latine. Que pouvez-vous nous dire sur aussi la rencontre entre la culture arabo-musulmane, qui est aussi portée par des chrétiens, parce que l'arabité, elle englobe tout le monde, hein, aussi les juifs, les kabyles, les kurdes, c'est la lingua franca, les arméniens, bien entendu, et on en est très fiers de parler aussi cette langue. En quoi cette rencontre entre la culture arabe et la culture latino-américaine a donné quelque chose de fertile, de fécond, que d'aucuns pourraient ignorer, et surtout à l'heure de la crispation identitaire où on vous demande de mettre à jour le clash des civilisations, regardez ce qui se passe en Europe. Hein. En quoi cette expérience latino-américaine a été profitable pour vous? D'abord, quand je suis arrivé à Paris, à l'âge de 20 ans, j'avais beaucoup de prévention à l'endroit de la culture de l'arabisation telle qu'elle nous avait été enseignée par des Égyptiens. Oui, c'est ça, qui par étaient, la force même. On le sait maintenant, de sensibilité des frères musulmans. Peut-être pas organiquement frères musulmans, mais de sensibilité frères musulmans. Et donc j'avais beaucoup de prévention parce que c'était une éducation, une vision du monde très restrictive. Ce qui est musulman, ce qui n'est pas musulman, voilà, traçant une espèce de ligne imaginaux entre ce qui est musulman et ce qui ne l'est pas. Et donc j'arrive à Paris et je rencontre deux Syriens qui se trouvaient être chrétiens. C'est le grand musicien Abed Azrieh et le poète Fayez Mardassi, qui sont tous les deux des Alépins. Et alors là, je découvre une culture arabe absolument immense, plongeant ses racines dans l'Orient ancien, sumérien, assyrien, babylonien, araméen, cananéen, hébraïque, chrétien, sumérien, et en même temps un raffinement, une beauté de la langue, quelque chose de très cristallin, et en même temps de très humaniste. Et je dois à Abed Azrieh, c'est la première fois que je le dis publiquement, et Fayez Mardassi, ma réconciliation avec la culture arabe, que je conçois. Le panarabisme, pour moi, ça ne m'a jamais vraiment réveillé, mais l'arabité, comme la latinité, c'est une réalité. C'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Et je m'en suis aperçu une fois en Israël, figurez-vous. J'étais dans un des kibbutz qui sont à la frontière de Gaza, et j'ai été invité à dîner
par le responsable de la sécurité de ce kibbutz, qui était un Irakien. Un juif irakien. Un juif irakien. Et la famille qui m'avait loué une chambre, j'y étais pendant le retrait de Gaza en 2005, m'avait loué une chambre dans leur maison, c'était des juifs yéménites. Donc voilà un responsable de la sécurité israélien qui était dans les forces spéciales, un juif irakien. Voilà un yéménite qui a été officier à Gaza. Et voilà moi qui viens d'Algérie, on se fait un dîner. En arabe. En arabe. Et nous avons parlé de nos passions pour les chroneurs arabes, Farid al-Atrash, Abdelhalim Hafez. Et là, je me suis dit, il y a une arabité. En partage. En partage, indéniablement. De Bagdad à Sanaa, à Alger, en Israël, dans un lieu de conflit quand même, judéo-arabe très violent, on voit maintenant ce que ça donne, il y a une arabité. Et quand je suis allé au Brésil, je suis allé voir d'abord ceux Brésiliens que j'avais rencontrés à Alger, Miguel Arraes, qui était devenu gouverneur du Pernambouc dans le sud. Donc avec la démocratie, c'est ça? Avec la démocratisation, avec le général Figueiredo. Et Fernando Gabeira, qui est devenu député fédéral. Et je débarque, et là, moi, le Brésil, pour moi, c'était quelque chose de très exotique. J'arrive à Rio, et je vais dans le quartier arabe qui s'appelle Sahara, ou dans la rue Alfandega et la rue Ouvidor. La rue des douanes. Et là, je suis à Beyrouth, je suis à Alep, je suis à Damas. C'est le Levant. Oui. Je m'assieds dans une terrasse, rue Ouvidor, je vois le Christ du Corcovado, je vois le pain de sucre, je suis en Syrie et au Liban, j'entends parler arabe et je suis en même temps au Brésil. Vous êtes chez vous? Je suis chez moi. Et pendant un mois, je ne dormis que 2 nuits à l'hôtel. J'étais porté comme ça par la communauté syro-libanaise. Rio, São Paulo, Ouro Preto, Belo Horizonte. Ensuite, dans le nord, partout, partout, il y a cette présence syro-libanaise parfaitement intégrée. Et que dis-je parfaitement intégrée? Je veux dire, tous les gouverneurs de São Paulo depuis les années 60, jusqu'à maintenant, presque tous, sont des syro-libanais. Il y a 250 rues qui portent des noms arabes. Et le quartier arabe de São Paulo, c'est la rue du 25 mars. Ça s'appelle la rue du 25 mars, au centre de São Paulo. Donc cette diaspora est un modèle. Absolument. Que vous avez gardé en vous comme source d'inspiration, et puis vous avez fait ce recueil aussi sur la poésie arabe au Brésil. Je crois que c'est un de vos premiers livres. Oui, qui est sorti à São Paulo en 1982. Voilà. Et donc vous êtes devenu aussi un journaliste de terrain, un journaliste de conflit. Vous avez sillonné le monde, vous avez une très très bonne connaissance de l'Orient. Vous connaissez très bien aussi le monde arménien, vous connaissez bien l'Asie centrale. Et Slimane, il y a cette question que je me pose aussi par rapport au lien entre votre enfance et le fil conducteur au fait de tous ces conflits que vous avez couverts. Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous étiez un enfant des camps, à force de voir des camps de réfugiés palestiniens, mais aussi d'autres camps? En quoi êtes-vous venu à cette prise de conscience que ce n'est pas du tout par hasard que vous êtes devenu un journaliste, grand reporter couvrant des conflits? Très bonne question, parce que ce que je trouve paradoxal et fascinant, mais vraiment fascinant sur la capacité du psychisme humain à compartimenter hermétiquement les registres. J'ai effectivement vu des camps partout où je suis passé, mais sur le moment, je n'ai jamais fait le moindre lien, même de façon fugace, entre le fait que moi j'ai vécu dans un camp et que là je suis face à des gens qui vivent dans un camp. À aucun moment, l'idée ne m'a effleuré que j'établisse un parallèle. Il faudrait que je demande à un psychiatre pourquoi il y a eu cette fermeture complète. Jamais, jamais, jamais. Il y a le deuxième paradoxe, c'est que j'ai grandi dans la guerre et j'ai passé ma vie à couvrir des guerres. Là aussi, consciemment, je n'ai jamais fait de parallèle entre ce que j'ai connu et ce que j'étais en train de couvrir. Non pas que vous êtes attiré par les guerres. Pas du tout. Je ne supporte pas. Vous n'avez pas d'adrénaline, il n'y a pas l'adrénaline, ça vous donne non, de la poudre, non, pas du tout. Franchement, pas du tout.
Et je ne supporte pas la violence, même la violence verbale. Et et j'en suis convaincu que la violence ne peut régler aucun problème. Elle est elle-même un problème. Donc de ce côté-là, je suis complètement vacciné. Et d'ailleurs, dans les guerres, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les combats, c'est le paysage après bataille. La façon dont une société se soigne, recouvre ses blessures et essaye de se reconstruire. C'est surtout ça qui m'intéresse. Par contre, ce que j'ai gardé, sans en être conscient, de mon expérience algérienne, c'est le fait que j'ai vu une armée qui bombarde d'un côté au napalm et qui de l'autre côté soigne, éduque, prend soin. C'est que je n'ai jamais pu avoir une vision manichéenne d'aucun conflit. C'est-à-dire, je n'ai jamais été en situation de percevoir un groupe comme totalement pervers les bons et les méchants, et un autre groupe comme totalement innocent. J'ai toujours été attentif aux pépites d'humanité qu'on voit partout, parce que la guerre, c'est le pire de l'homme, mais dans ce pire, il y a aussi parfois le meilleur de l'homme qui transparaît. Et j'ai toujours été attentif à ce point-là. Alors ça, c'est fascinant ce que vous dites sur les camps, et ça me renvoie aussi à une autre question, j'espère qu'il n'est pas d'ordre psychiatrique, c'est le lien entre arabité, Slimane, et francophonie. Parce que vous incarnez aussi ce visage de la francophonie, non pas comme politique néocoloniale ou affirmation d'une puissance ou d'un soft power, même si effectivement on peut penser ça, mais comme volonté de réaffirmer une certaine idée d'un vivre ensemble lorsque la mondialisation anglo-saxonne, la globalisation uniformise vers le bas et compartimente et broie l'altérité. Donc vous êtes profondément ancré à TV5 comme chroniqueur quotidien. On peut vous regarder, le monde vous regarde, commenter et décrypter l'actualité, et avec beaucoup de courage, il faut le reconnaître, quand on connaît les sensibilités, la crispation sur certains sujets sensibles. Je pense surtout au conflit israélo-palestinien. Quel lien faites-vous entre cette idée que vous avez de la francophonie et l'arabité? Alors, j'ai dit que l'arabité, c'était pour moi comme la latinité. Oui, vivre ensemble, la lingua franca. La lingua franca, oui. Voilà, je suis né en petite Kabylie, nous sommes des Berbères, mais il y a cette arabité et cette francité qui est venue par-dessus. Je dois dire que je n'ai personnellement aucun problème d'identité, vraiment aucun. Je ne peux même pas dire que je suis entre deux pays, deux cultures. Non, deux cultures, c'est très pauvre. On n'a pas idée de vivre au XXIe siècle avec deux cultures. Il faut un cocktail de langues, de cultures, pour être présent dans ce monde, tout simplement. Pour être pleinement présent dans ce monde. Parce que c'est quoi cette vie, 70, 80 ans? C'est une étincelle dans le cosmos. Donc autant avoir le maximum d'électrodes à poser sur le grand corps de l'humanité pour sentir ses pulsations. Et alors, le français, moi, c'est la langue dans laquelle je pense, je réfléchis, j'écris. Pourquoi? Parce que je suis né dedans. Je ne peux pas échapper à ma condition, à savoir que je suis la 7e génération de berbères arabisés, islamisés, francisés, qui vit dans un cadre français. C'est pour ça que je me sens partie prenante de cette histoire et que la place du français comme de l'arabe sur le plan international m'intéresse. Mais TV5 nous offre cette tribune de nous adresser à la terre entière en français. Mais le problème, c'est que qui y croit encore? Moi, je me souviens, au début, la francophonie avait un ministère, avec Alain Decaux. Il y avait un ministère de la francophonie. Ensuite, il a régressé en secrétariat d'État à la francophonie. Ensuite, il est devenu la coopération. Une coopération, une section de la coopération et de la culture. Et petit à petit, ça s'est complètement... Et on voit le budget aussi de l'OIF, qui est incomparable à celui de l'ONU et qui elle-même ne se porte pas mieux de sa forme. C'est symbolique. Aujourd'hui, on peut dire que des gens comme les Québécois, les Wallons, font plus pour la francophonie que la France. Et les Suisses romands se battent plus pour la francophonie que les Français. Pourquoi? Parce que le français fait partie intrinsèque de leur identité nationale. Donc pour eux, c'est quelque chose de vital, pratiquement d'existentiel.
alors que le français, Recul. qui était la langue de toutes les aristocraties au XIXe siècle, sur tout le pourtour méditerranéen jusqu'en Russie, dans les cours, on parle français. Et d'ailleurs, c'est la langue diplomatique du Vatican jusqu'à aujourd'hui. Il y a donc cette régression du français. En Afrique surtout, en Asie aussi. En Afrique et en Asie. Et même si, prenons anecdotiquement, si vous allez sur Wikipédia, prenez un article mettant sur l'Algérie, qui a été colonie française. De peuplement. Regardez l'article en français. Et en anglais. Et regardez l'article en anglais. L'article en anglais est 10 fois plus étoffé, mieux illustré, avec plus de références. C'est impressionnant. Le recul du français là-dessus. Mais on s'accroche. On s'accroche et encore une fois, il faut saluer le fait que TV5 n'est pas la voix de la France, mais la voix de la francophonie. Oui. C'est une nuance importante. Ce n'est pas France 24, ce n'est pas Radio France Internationale. Non. Donc c'est la voix aussi d'un idéal qui est celui d'une exception culturelle. Oui, de l'exception du vivre ensemble, de l'altérité. Oui. Et d'une communauté linguistique. De linguistique qui partage non pas qu'une langue, mais aussi des valeurs communes. Oui. Slimane, puisqu'on parle de médias, vous êtes fréquemment interrogé à TV5 sur des conflits. Que pouvez-vous nous dire sur l'éthique? Comment évolue l'éthique du métier, compte tenu de la crispation identitaire? Je pense surtout au conflit israélo-palestinien et j'ose espérer qu'on ne vous embête pas trop avec votre nom et votre prénom. Mais effectivement, il y a un vrai problème de macartisme intellectuel, de chasse aux sorcières. On vous demande de prendre position, de dénoncer et de soutenir ou pas un récit qu'on vous propose. Comment faire face, comment résister à ce rouleau compresseur et comment vous analysez la couverture de ces médias, par les médias de ces conflits? Alors, le conflit israélo-arabe qui est devenu maintenant un conflit israélo-palestinien, évidemment m'a toujours, comme on dit l'expression, interpellé parce que du simple fait de mon nom, évidemment, j'étais interpellé moi-même sur cette question. Alors, j'ai répondu par le fait que je me suis dit, je dois aller sur place. Donc, il y a 35 ans, je suis parti en Israël et en Palestine. Et je me souviens, en sortant de l'avion à Tel Aviv, à l'aéroport de Tel Aviv, en sortant de l'avion pour descendre les escaliers, j'ai vu qu'il y avait en bas de l'escalier 2 hommes avec des lunettes noires, comme dans un film de série B, et j'étais sûr qu'ils étaient pour moi. Donc j'arrive, effectivement, ils m'interpellent, bonjour, vous venez pourquoi? Je suis journaliste, est-ce qu'on peut voir la carte de presse? Très bien. Et je me souviens, en descendant les marches des escaliers, 10 marches peut-être, j'ai eu cette pensée. Je me suis dit, par la force des choses, les Israéliens et les Palestiniens vont voir en toi un Arabe. Les gens te considéreront comme hostile et les autres comme gagnant à la cause, à ton corps défendant. Mais tu ne dois pas considérer les Israéliens seulement comme des belligérants. C'est aussi une société où il y a des hommes, des femmes, toute une kyrielle de vision du monde. Tu dois être attentif à cela. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à apprendre l'hébreu. L'arabe palestinien, je le parle couramment. J'ai couvert la première et deuxième intifada et je me suis toujours arrangé pour travailler la journée dans les territoires occupés, palestiniens sous l'occupation, avec les barrages militaires et la répression, et le soir d'aller dormir dans la partie juive. De ne pas perdre le contact avec la partie israélienne. J'ai l'impression que vous avez lu Mahmoud Darwish. Oui, quand il parlait de la rencontre, ce qui compte, ce n'est pas forcément d'être d'accord, même si on va débattre. Moi, je vais vous parler de la Nakba, par exemple, c'est-à-dire du traumatisme d'expulsion. Et vous allez me parler des bombes qui explosent dans les restaurants, dans les rues, dans les bus. Ouais. Mais ce qui compte, c'est échanger le vécu contre le vécu. Je viens avec mon vécu, tu viens avec ton vécu. Voilà. Et on met ça sur la table. C'est ça votre philosophie. On met ça sur la table et on décide, soit on arrête les frais, soit on se met à vivre comme des gens normaux. Mais j'ai compris très vite que la réalité, c'est que jamais les Palestiniens ne partiront et jamais les Juifs israéliens ne partiront. Donc le problème que nous avons, c'est entre le fleuve et la mer,
Nous avons 15 millions d'habitants sur un territoire assez aride, pauvre, comme la Bretagne. Comme la Bretagne, Petit. pauvre. Et il y a 7 millions et demi d'Arabes et 7 millions et demi de Juifs. Donc de deux choses l'une. Soit ils se séparent et chacun vit dans son État, soit ils vivent dans un seul État. Mais il n'y a pas de troisième voie. Et tout le reste, c'est de la littérature. Le seul défi qui reste, c'est quelles règles trouver pour faire vivre ces gens-là qui seront condamnés à rester là et à vivre les uns à côté des autres. Les aider à divorcer, peut-être? Encore faut-il qu'ils se marient pour divorcer. C'est ça. Donc, et moi, j'ai connu donc la société israélienne de l'intérieur. Je crois connaître Israël de haut en bas, d'est en ouest, et la société palestinienne et la Palestine. Et donc, ce qui me désespère, c'est que tous les gens qui meurent pour des prunes, et que cette réalité est incompressible. Il y a la moitié des gens. Ce pays est peuplé par moitié-moitié par des Palestiniens et par des Israéliens. Il y a des Palestiniens qui rêvent d'en faire un État majoritairement musulman et des Juifs qui rêvent de faire un État majoritairement juif. C'est un pur fantasme, ou alors il faut faire une guerre monstrueuse pour y arriver. Donc la solution, c'est comment trouver des moyens de vivre ensemble. C'est de la matière humaine, mais ce qui est aussi désespérant, c'est qu'on trouve dans le conflit israélo-palestinien une constante de l'histoire humaine. C'est que les hommes sont mus beaucoup plus par leur passion que par leurs intérêts. C'est-à-dire ce qui les fait bouger vraiment, c'est la haine, l'amour, la jalousie, la convoitise, l'envie, et non pas le progrès social, la tranquillité, la paix, la raison. Bien, cher Slimane, c'est un plaisir de vous entendre encore, et aussi sur TV5. Moi, j'invite vraiment nos auditeurs à lire vos livres, à s'intéresser à votre travail, à vous suivre aussi sur les chroniques de TV5. Je rappelle votre dernier livre, paru en 2017, Sors, la route t'attend. C'est très émouvant comme titre, qui est un hommage à votre maman. Vous avez dédié à votre mère ce livre. Votre mère qui est malheureusement décédée peu de temps avant la publication. Votre mère qui était illettrée, comme la mère d'Albert Camus. Comme Albert Camus qui avait dédié, enfant de l'Algérie, son livre à sa maman qui ne lisait pas. Cher Slimane Zeguidour. Donc c'était un grand honneur pour vous de nous avoir. Merci encore. Merci à tous ceux qui nous suivent de s'abonner, de suivre et de faire connaître ce podcast. Au revoir et à très vite. Merci. Merci.